Merci de votre présence à ce cours consacré cette année à un sujet central en neurosciences cognitives, le sujet de la conscience et de ses mécanismes cérébraux. Je suis très heureux d'aborder ce sujet qui fait l'objet de mes recherches maintenant depuis 28 ans et je voudrais le faire en honorant mon maître, Jean-Pierre Changeux, avec qui tout a commencé en 1998 avec un papier dans PNAS, et puis tous ses collègues, Ghislaine, Lionel, tous ceux que vous découvrez ici, qui ont contribué à mettre en place ce modèle de l'espace de travail neuronal global, qui est un des modèles de référence, c'est pas le seul, mais c'est un des modèles de référence pour essayer de comprendre ce qu'est la conscience dans le cerveau. Et on va voir que c'est un modèle qui a eu un grand nombre de prédictions, qui continue d'avoir des prédictions. Tout ce domaine n'est pas encore stabilisé. Au Collège de France, on enseigne la science en train de se faire. Donc je ne vous cacherai pas les difficultés, les contradictions, les articles qui contestent ce modèle. Mais enfin, on va voir qu'il est encore très productif. J'avais enseigné sur le sujet de la conscience en 2010. Donc ça fait maintenant 16 ans, il est temps de reprendre le sujet. Il y a eu énormément de recherches qui se sont passées dans le domaine, notamment pour aller vraiment au niveau des mécanismes neuronaux, des assemblées de neurones qui représentent la conscience dans le cerveau. Et donc dans le cours d'aujourd'hui, je vais un peu reprendre la question là où on en était en 2010, reprendre la série d'articles avec Jean-Pierre Changeux qui ont mis en place le modèle de l'espace de travail neuronal global et aller jusqu'à aujourd'hui les machines. Est-ce qu'on peut imaginer une conscience dans les machines? Donc mettre en place un petit peu le cadre de travail qui sera le nôtre pour ce cours de cette année. Alors, le premier point, c'est peut-être certains d'entre vous viennent avec ce cours, à ce cours avec un grand scepticisme en disant la conscience, est-ce que c'est vraiment un sujet pour les neurosciences, est-ce que c'est vraiment un sujet pour la psychologie cognitive, ou bien est-ce que c'est pas un domaine qui est complètement trop loin finalement de ce que les scientifiques sont capables d'aborder. Et nous avons dans ce domaine beaucoup d'intuitions qui nous disent que la conscience serait peut-être comme le sacré Graal des neurosciences, un problème le plus difficile, de hard problem, comme disent certains philosophes. Moi, je ne crois pas que ce soit le cas, mais je vais essayer de vous montrer une piste, disons, pour attaquer ce problème de la conscience. La première intuition, qui a été défendue par certains philosophes, c'est que les neurosciences, comme toutes les sciences, sont limitées à des phénomènes objectifs, et là, on a affaire à un phénomène subjectif. Alors, est-ce qu'un phénomène subjectif n'échappe pas, par définition, à l'investigation scientifique? Deuxième problème que nous rencontrons, c'est que nous avons tous des intuitions dualistes. Nous avons tous profondément inscrit en nous l'idée implicite que notre esprit, ce n'est pas la même chose que le corps, que l'esprit échappe au corps. Et c'est très difficile de lutter contre cette idée qui fait partie de nos civilisations depuis des milliers d'années, qui fait peut-être partie même de notre programme cognitif. Nous traitons les personnes comme de nature extrêmement différente des objets depuis la naissance. Ça fait partie vraiment de ce que les petits-enfants amènent comme biais pour comprendre le monde extérieur. Et nous avons dans nos vies quotidiennes de l'évidence que notre esprit peut échapper au corps. Par exemple, lorsque nous nous endormons, notre esprit part et va rencontrer des personnes éventuellement disparues. Nous pouvons les voir, nous pouvons leur parler. Est-ce que ça ne veut pas dire que notre esprit s'échappe et sort du corps? Cette intuition est absolument universelle, elle est dans toutes les cultures, elle est souvent représentée sous la forme d'un oiseau. L'âme est représentée sous la forme d'un oiseau qui est capable de s'envoler et de partir au loin, de quitter le corps qui lui reste inerte pendant que nous sommes endormis ou peut-être pas après notre mort. Et on retrouve cette métaphore de l'oiseau, déjà vous voyez dans la scène du puits de Lascaux, où il y a un personnage probablement endormi parce qu'il est en érection ici et qui est en train de rêver. C'est une interprétation possible de cette scène du puits de Lascaux. Alors, j'ai publié le Code de la conscience pour essayer d'expliquer que cette idée n'est pas correcte, qu'il y a un chemin pour explorer la conscience scientifiquement, et c'est ce chemin que je voudrais vous expliquer aujourd'hui pour reprendre un petit peu ce cadre général d'exploration de la conscience. Alors, premier point, le subjectif. Est-ce que le subjectif échappe à l'expérimentation de la psychologie cognitive? Eh bien, évidemment, pas du tout. Nous pouvons faire l'expérience de représentations subjectives qui, néanmoins, sont partagées et sont analysables.
Regardez ici cette illusion visuelle. On se servira beaucoup des illusions visuelles dans ce cours. Vous devez fixer le point blanc qui est au centre de l'écran. Donc essayez de garder vos yeux sur le point blanc au centre de l'écran. Et en périphérie, regardez ce qui se passe avec les points jaunes. Est-ce que vous voyez les points jaunes tout le temps? Vous avez vu qu'ils disparaissent par moments. Ils s'en vont, ce qu'on appelle motion-induced blindness, la cécité induite par le mouvement. Il y a une deuxième illusion aussi à la fin, c'est que ça tourne en sens inverse, n'est-ce pas? Parce que vous êtes habitué au mouvement dans un sens de rotation, et donc vous avez l'impression que ça tourne dans le sens inverse. Je rejoue le film une deuxième fois, pour ceux qui n'ont pas bien vu. Je crois que vous êtes tous d'accord que les points jaunes disparaissent, alors qu'ils sont toujours là, sur l'écran. Regardez bien le point blanc au centre de l'écran. Et si vous ne voyez pas tout le temps, vous viendrez me voir à la sortie. Alors, de quoi s'agit-il ici? D'une magnifique illusion visuelle, il y en a énormément, évidemment, dans lesquelles vous avez une impression subjective que les points jaunes disparaissent. Ça n'est pas vrai, les points jaunes sont là sur l'écran tout le temps, donc c'est du pur subjectif. Néanmoins, c'est du subjectif qui est partagé par chacun d'entre vous, n'est-ce pas? Donc on peut l'étudier, ce n'est pas du subjectif qui survient de façon complètement aléatoire. Et on pourrait vous demander de rapporter quand les points disparaissent. On pourrait demander de cliquer, par exemple. Donc on peut avoir une rapportabilité d'une impression subjective. Et à partir de là, on peut l'amener en laboratoire. Deuxième exemple, voilà une très belle scène visuelle qui est en fait une illusion. Vous avez juste l'impression de regarder un échiquier, n'est-ce pas? C'est un échiquier avec une pièce noire, une pièce blanche. Voilà. Où est l'illusion? L'illusion, c'est que ces deux pièces sont exactement du même niveau de gris. J'espère que vous le voyez maintenant. Il n'y a pas de différence de niveau de gris entre le cavalier noir et le cavalier blanc. Et pourtant, l'un est noir et l'autre est blanc. Disons, l'un est gris foncé, l'autre est gris clair. C'est une illusion qui est due à Edward Adelson de MIT, qui a énormément étudié ce sujet. C'est une illusion c'est une illustration, mais derrière, il y a beaucoup d'expériences beaucoup plus solides. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce qu'il y a une subjectivité, à nouveau, qui est dissociable de l'image objective. L'image objective sur votre rétine, c'est le même niveau de gris. L'image subjective, c'est des niveaux de gris différents dans votre perception consciente. Eh bien, Helmholtz l'avait déjà vu il y a plus de 150 ans. Le système visuel fait des inférences inconscientes. Donc, ce que nous voyons, ce n'est pas l'image objective. Ce que nous voyons, c'est une inférence qui prend en compte le contexte, les autres éléments de la scène et qui intègre. La conscience est intégrative. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'étudier. Vous êtes tous sensibles à cette illusion et vous êtes tous donc soumis à ce calcul qui fait que la conscience n'est pas le reflet d'une perception de bas niveau, mais la conscience intègre les informations qui montent avec un modèle interne du monde extérieur. Alors ici, en détail, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est inconscient, mais il y a une ombre sur l'échiquier, enfin plus exactement ce qui peut être interprété comme une ombre, notamment parce qu'il y a un cylindre qui peut projeter cette ombre. Ce n'est pas indispensable, la présence du cylindre d'ailleurs. Et donc on enlève l'illuminant, on enlève l'ombre, et c'est ceci qui, dans notre perception subjective, nous fait éclaircir la pièce blanche de l'échiquier. Les cases sont aussi de la même couleur, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est dur à croire. Cette case-là et cette case-là sont de la même luminance objective. Donc, une idée extrêmement claire, il va y avoir plusieurs vagues successives de traitement dans notre cerveau. Les premières vagues vont être non conscientes, parallèles, objectives, continues, en train de traiter les données réelles du monde extérieur, mais ce n'est pas ça que nous voyons. Ce que nous voyons, c'est une vague tardive, non linéaire, dans lequel les informations montantes ont été intégrées avec un modèle interne du monde extérieur et qui rend l'information globale, qui la rend perceptible, qui la rend rapportable. Ce que vous êtes capable de rapporter, ce n'est pas la luminance objective, c'est la reconstruction subjective du monde extérieur. Le cerveau construit le monde extérieur. Alors cette idée qu'il y a plusieurs vagues successives et que nous ne sommes conscients que d'un traitement tardif, ça va être une idée centrale dans le modèle de l'espace de travail neuronal global. Alors là, je vous ai montré deux illusions. Ce ne sont pas celles qu'on étudie le plus en laboratoire, mais il y a énormément d'illusions visuelles qui nous permettent de dissocier l'objectif et le subjectif, et donc de manipuler la perception consciente.
Nous allons nous appuyer beaucoup sur le masquage qui permet de flasher une image et avec un délai variable de la faire suivre par un masque qui empêche de la voir. Et lorsque vous êtes un sujet dans cette expérience, vous ne voyez pas le chiffre 9, par exemple, si le délai est suffisamment court. Et si on se place juste au seuil, vous pouvez avoir des essais où vous le voyez, des essais où vous ne le voyez pas. C'est idéal parce que le stimulus objectif est constant, mais le stimulus subjectif est variable. Même chose pour l'inattention. Si je vous demande de détecter les lettres dans un flux de chiffres, la première lettre, vous la détectez très facilement. La deuxième peut devenir invisible. Et on va voir toutes sortes de situations de collision entre tâches où le fait de réaliser une première tâche vous distrait, vous empêche d'en réaliser une seconde. Alors ça, c'est le premier ingrédient. On va se servir de paradigmes expérimentaux qui manipulent la perception consciente. Le deuxième ingrédient, c'est de bien définir ce qu'on appelle conscience. Il y a beaucoup de sens du terme conscience. Ici, je vais me focaliser sur la notion d'accès à la conscience. Il y a une information extérieure qui monte, qui vient du monde extérieur. Comment est-ce que mon cerveau fait pour la transformer en un contenu qui est rapportable, que je peux décrire à d'autres individus? Bon. Il y a d'autres sens du mot conscience. Je suis conscient quand je me lève le matin, quand je me réveille. C'est un autre sens du mot conscience qu'on abordera peut-être dans le 6e cours, mais pour la plupart, je me concentrerai sur cette notion d'accès à la conscience. Alors vous voyez que dans ce programme de recherche, il est très important de quantifier l'introspection des sujets. On ne peut pas se contenter d'un stimulus objectif, parce qu'on ne sait pas si ce stimulus objectif est perçu ou n'est pas perçu. Il va falloir donc demander l'introspection des sujets, mais il n'y a pas de contradiction particulière. L'introspection définit le phénomène qu'on cherche à étudier. La subjectivité, c'est le phénomène qu'on cherche à étudier. Il faut simplement la quantifier et la décrire au même titre que les autres observations scientifiques que nous allons mener sur nos sujets. Ça, c'est un point qui a été fait très bien par le philosophe Dan Dennett, qui est mort récemment, qui était vraiment l'un des plus grands philosophes, l'un des plus clairs, je dirais, sur cette question de la conscience. Je vous recommande très vivement son livre sur la conscience expliquée, Consciousness Explained. Les données subjectives sont des données. Ce n'est rien d'autre que des données. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre au sérieux une personne qui dit « je m'envole hors de mon corps ». On doit la prendre au sérieux dans la mesure où c'est une expérience subjective qu'il faut expliquer, mais on ne peut pas la prendre tellement au sérieux qu'on pensait qu'elle quitte réellement son corps. Il y a juste un phénomène subjectif à expliquer. Donc, le programme de recherche sur la conscience, ça consiste à tenter d'expliquer tous les phénomènes subjectifs. Si quelqu'un a une hallucination, il faut expliquer pourquoi il a une hallucination. Si vous avez une illusion visuelle, il faut expliquer pourquoi votre perception subjective diffère de la perception objective, du stimulus objectif. Mais il faut expliquer tous les rapports conscients, rien d'autre. Il n'y a pas d'autre chose à expliquer, on essaye d'éliminer tout le mystère qui entoure finalement cette intuition dualiste que nous avons de la conscience. Voilà. Alors, ici, nous sommes dans une situation assez idéale. Si nous arrivons à trouver donc, des stimuli qui sont au seuil de conscience et qui parfois vont être perçus et parfois vont être non perçus. Ça va être un des contrastes clés pour nous dans l'étude de la conscience. Donc, trier les essais en fonction des rapports subjectifs des sujets. Mais on verra aussi qu'il y a toute une méthode qui s'est développée depuis 2010, je n'en avais pas parlé dans le cours de 2010 parce que ça n'était pas encore à l'ordre du jour, qui est de se passer complètement du rapport du sujet parce qu'on a d'autres manières implicites de savoir ce qu'il a vu ou pas. Ce qu'on appelle le paradigme no report. Donc ça, on en parlera beaucoup dans le cours 3, le cours 4, des paradigmes sans rapport conscient, mais où on arrive quand même à savoir ce que le sujet a vu ou n'a pas vu. Bon, le dernier ingrédient, vous le connaissez, ce sont les méthodes des neurosciences, les méthodes d'imagerie qui nous permettent d'aller voir dans le cerveau, d'aller voir les mécanismes, de plus en plus d'aller voir au niveau neuronal, chez l'animal en particulier, et donc d'aller voir qu'est-ce qui fait la différence entre un stimulus conscient et un stimulus non conscient. On pourrait aller voir dans le système visuel où est-ce qu'est codée l'information objective sur le niveau de gris des pièces d'échecs, et puis où devient codée l'information subjective. C'est exactement ça le programme de recherche ici. Vous voyez qu'il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est de la psychologie, c'est des neurosciences cognitives. Il s'agit de suivre dans le cerveau un signal et d'arriver à faire la différence entre des codes objectifs et des codes subjectifs. Donc voilà un certain nombre d'outils dont nous disposons. IRM fonctionnel,
Vous savez que maintenant on a une IRM fonctionnelle à 11,7 Tesla à neurospin, c'est assez extraordinaire, qui commence à être mise en œuvre pour ces protocoles. Bien sûr les potentiels évoqués, la magnétoencéphalographie et de plus en plus des enregistrements intracrâniens, y compris chez l'homme. Je vous en parlerai dans les cours 3 et 4. Voilà. Alors tout ceci, ça ne suffit pas. Et nous avons considéré avec Jean-Pierre Changeux qu'il était absolument indispensable d'être guidé par une théorie de l'accès à la conscience et une théorie de la rapportabilité. Et c'est de cela dont je vais vous parler maintenant, la théorie de l'accès à la conscience par le biais de l'espace neuronal global. Avant ça, je voudrais quand même rappeler que la conscience est un très vaste domaine et qu'il y a de très nombreux précurseurs de ces idées dans la littérature. Alors, je vous renvoie au cours de 2010, j'en ai parlé beaucoup plus longuement, mais en une diapositive, vous rappelez quand même qu'on ne peut pas proposer de théorie de la conscience sans prendre en compte un grand nombre de phénomènes qui sont quand même tout à fait remarquables. L'un d'entre eux, c'est le blind sight, développé en particulier par Larry Weisskranz, par Poeppel et quelques autres. Il y a des patients qui, à la suite de lésions du cortex visuel primaire, prétendent ne plus voir, l'impression subjective de voir n'est plus là, je suis aveugle, ou je suis aveugle dans une partie du champ visuel, et néanmoins peuvent encore avoir des comportements élaborés, c'est ça qu'on appelle blind sight, éventuellement par exemple faire beaucoup mieux que le hasard pour attraper un objet dans un champ qu'ils disent aveugle. Donc il y a un phénomène de dissociation subjectif-objectif qui est absolument massif ici, qu'il faut expliquer. Ça veut dire qu'il peut y avoir un traitement non conscient, extrêmement profond, sensorimoteur, sans conscience. Même chose dans la négligence, et au départ, vous savez que la plupart des données sur la conscience venaient de la neuropsychologie, des lésions cérébrales, donc des patients qu'on appelle héminégligents peuvent très bien ne pas être conscients de la partie gauche du monde extérieur, avec une lésion droite, et perdre toute conscience qu'il y a par exemple de la nourriture dans leur assiette, c'est un phénomène assez extraordinaire. Le patient s'arrête de manger après avoir mangé toute la partie, la moitié de son assiette, ne voit pas que la moitié gauche est encore pleine, il dit il n'y a plus rien dans mon assiette, voilà. Donc une espèce de cécité complète liée à l'incapacité d'aller faire attention dans une partie du champ visuel. Ces phénomènes d'héminégligence sont extrêmement frappants, d'autant qu'on peut montrer que l'information est toujours traitée, mais elle est traitée de façon non consciente, et ça ne suffit pas au sujet pour agir, et ça nous montre bien à quel point la conscience est importante pour planifier et agir sur le monde extérieur. Alors, je voudrais aussi insister sur des précurseurs en termes de modélisation cognitive, parce que les idées ne viennent pas de nulle part, et les idées de l'espace de travail neuronal global sont venues d'une série de propositions antérieures. L'un des personnages clés de l'histoire de la conscience est évidemment William James, qui a souligné très rapidement que la conscience est comme un système de supervision, une agence de sélection. Ce n'est pas elle qui traite toutes les données, il y a énormément de traitements inconscients dans le cerveau, William James en était conscient, mais la conscience intervient lorsque nous devons faire une sélection d'informations parmi des informations nouvelles. La conscience disparaît lorsque nous travaillons dans un mode automatique, rapide, habituel. Elle devient minimale, mais elle réapparaît lorsque nous devons faire un effort et lorsque nous devons sélectionner des informations. C'est une idée qui est reprise également dans un modèle beaucoup plus précis de Tim Challis, qui s'appelle le modèle de Supervisory Attentional System, le système de supervision attentionnelle. Son idée, c'est que la conscience intervient à un niveau élevé lorsqu'il s'agit de choisir parmi plusieurs traitements sensorimoteurs ou plusieurs activités cognitives. Il y a beaucoup de systèmes spécialisés, vous voyez ici Special Purpose Cognitive Systems, et la conscience intervient comme un système de supervision qui permet de sélectionner et qui est responsable du comportement volontaire en inhibant les processus non désirés. Donc toujours cette idée que j'essaie de représenter par la métaphore de l'iceberg sur l'affiche de ce cours, qui a une énorme quantité de traitements non conscients, automatiques, qui se déroulent de façon habituelle, et que la conscience, c'est le sommet de l'iceberg, c'est le système de contrôle qui permet de choisir une de ces informations et de l'utiliser. Mike Posner, grand spécialiste de l'attention, fait une différence de la même nature entre les processus automatiques, non intentionnels, qui n'interfèrent pas avec les autres, qui sortent de la conscience, et les processus contrôlés. Et il a cette idée extrêmement claire, l'attention sélective, c'est la porte d'entrée de la conscience. La dernière porte d'entrée dans la conscience, c'est l'attention sélective qui nous permet de choisir un objet parmi plusieurs.
Mike Posner avec Marcus Raichle, vous savez, est l'un des très grands pionniers de l'imagerie cérébrale. C'est Raichle et Posner à St. Louis qui ont été les premiers à utiliser la caméra à positron pour visualiser l'activité cérébrale lors de tâches cognitives complexes. Et ils ont fait cette découverte très importante d'activation massive du cortex préfrontal et du cortex singulaire antérieur dès que nous devons faire une tâche nouvelle, non automatique. Dans leur exemple, c'était la génération de verbes qui sont associés à des noms. On vous donne un nom comme gâteau et vous devez dire un verbe. Peut-être manger, découper. Okay. La première fois que vous faites ça, vous avez une activation très intense du cortex préfrontal et du cortex singulaire antérieur. Quand vous pratiquez cette tâche avec des mots qui sont répétés, vous voyez que l'activation singulaire antérieure ici et préfrontale disparaît, mais elle réapparaît pour des mots nouveaux. Donc ça correspond complètement à ce que William James décrivait, une activation spécifique de l'effort conscient et qui disparaît lorsque l'activité devient automatique. Michael Posner a été le premier, et je pense que c'est une découverte aussi de l'imagerie cérébrale, à montrer que le cortex singulaire antérieur fait partie de ce réseau préfrontal qui intervient dans le contrôle cognitif, et il le voyait comme un des objets essentiels, un des mécanismes essentiels de la prise de conscience et du contrôle conscient. Voilà. Dans cette historique beaucoup trop rapide, mais je vous renvoie au cours de 2010, il y a aussi les propositions de Francis Crick, prix Nobel pour la découverte de l'ADN, avec Christophe Corr. Ils ont fait plusieurs propositions successives. Ils ont joué un rôle important pour remettre la conscience au cœur des neurosciences, pour expliquer, comme j'essaye de le faire aujourd'hui, que ça n'est pas un problème si impossible que ça. Simplement, ils ont proposé beaucoup de modèles successifs qui se contredisent les uns les autres au fil des années, mais ils ont quand même souligné le point clé qui était pourquoi le traitement visuel n'est pas nécessairement accompagné de conscience. Ils ont souligné à quel point dans les aires visuelles précoces, on peut très bien avoir un traitement visuel sans aucune conscience, et dans l'une de leurs propositions, qui se rapproche de celle du Global Workspace, de l'espace de travail global, ils proposent que c'est l'accès au cortex frontal qui joue un rôle clé. Alors pour moi, il y a quand même une proposition dans cette historique qui se dégage des autres, c'est le livre de Bernard Baars, Cognitive Theory of Consciousness, 1989, qui propose le modèle de l'espace de travail global. Vous voyez qu'il manque le mot neuronal, et c'est ce qu'on a rajouté avec Jean-Pierre Changeux et Lionel Nakache, une implémentation neuronale beaucoup plus précise de cette idée. Mais les idées essentielles sont dans le livre de Bernard Baars, et c'est une théorie cognitive de ce qui se passe dans l'accès à la conscience. Bernard Baars part d'une première observation, c'est que les sciences cognitives, déjà à l'époque, ont montré qu'il y a un grand nombre de processeurs spécialisés qui sont capables de procéder en parallèle et qui reconnaissent des visages, qui sont capables de reconnaître l'orientation des objets, de nous permettre d'attraper des objets, etc. Ça rejoint l'idée de Fodor de la modularité de l'esprit. Il y a des modules. Voilà. Et donc, il représente ces modules par des ronds ici qui travaillent en parallèle. Et l'idée de Baars, c'est qu'à un moment donné, il y a une coalition de processeurs qui gagne la compétition pour l'accès à un système central qu'il appelle l'espace de travail global, un système à capacité limitée qui ne peut donc pas accéder à toute l'information, mais qui choisit un sous-ensemble de processeurs et qui amplifie l'information de ces processeurs et la renvoie. Le terme c'est broadcast, un peu comme une émission de radio, renvoie ces signaux choisis à l'ensemble de tous les autres processeurs. Donc voilà le mécanisme de la conscience qui est proposé par l'espace de travail global, un système à capacité limitée qui prend une information, qui la rend disponible à tous les autres processeurs. Alors on a ici un petit tableau très simple des différentes capacités des processeurs non conscients sur la droite, et des processeurs conscients sur la gauche. On peut le regarder rapidement. À droite, nous avons des processeurs qui sont extrêmement efficaces dans leur propre domaine. Par exemple, reconnaître un visage. Ils font très peu d'erreurs, travaillent à très grande vitesse, sans interférence mutuelle, ils travaillent en parallèle. Chaque processeur a un rôle limité, dans le temps également, il est isolé, autonome, c'est la modularité de l'esprit selon Fodor, et ces processeurs sont divers, ils peuvent opérer en parallèle et ensemble, ils ont une capacité massive. C'est le cerveau parallèle, c'est le grand intérêt du cerveau par rapport aux ordinateurs actuels, c'est que nous avons 86 milliards de neurones qui peuvent tous travailler en parallèle. Mais s'il n'y avait que ça, il n'y aurait pas de traitement conscient, il n'y aurait que des processeurs non conscients.
Et dans la colonne de gauche, on a les capacités, selon Bars, des traitements conscients, un système inefficace. Ça, c'est intéressant. Si vous devez faire du calcul mental, vous vous rendez compte à quel point vous êtes inefficace. C'est conscient, certes, mais arriver à faire une multiplication à 3 chiffres, ça vous prend plusieurs dizaines de secondes par rapport à un ordinateur, c'est extrêmement long. Grand nombre d'erreurs, vitesse lente, interférences mutuelles entre des calculs conscients, capacité limitée, on ne peut choisir qu'un objet à la fois. Mais par contre, énorme espace, n'importe quel contenu peut entrer dans ce système de travail global. Voilà. Donc, grande capacité de relier des contenus conscients entre eux. On peut prendre n'importe quel processeur et les relier entre eux. C'est le but de ce système d'espace de travail global. Capacité de les relier à des contextes inconscients et capacité donc d'arriver à une consistance interne, de résoudre des conflits, mais malheureusement de façon sérielle avec une capacité limitée. Donc on voit bien, ça ressemble bien sûr à ce que Kahneman a ensuite proposé par la suite, système 1 versus système 2, des systèmes rapides versus des systèmes lents, un système lent, voilà. C'est une division qui est présente à travers beaucoup de propositions en sciences cognitives, mais qui est rendue assez précise ici et associée au contenu conscient. Alors arrive l'espace de travail neuronal global de la proposition qu'on a pu faire d'abord avec Jean-Pierre Changeux et puis ensuite avec Lionel Nakache en 2001. Notre idée, c'est qu'il faut neurologiser le modèle de Bars. Ici, on a une vision qui est un schéma qui est dû à Messulam, dans lequel en périphérie, on a les processeurs sensoriels et moteurs. Donc peut-être vous avez l'air V1 ici, l'air A1 auditive ici, etc. Et puis, nous avons cette idée qu'il y a une hiérarchie de processeurs. Plus on va vers le centre, plus on monte dans cette hiérarchie occipitotemporale, par exemple, pour la vision. On accède au cortex préfrontal, mais là encore, ce sont encore des processeurs, mais la différence, c'est que tous ces processeurs travaillent ensemble. Ils sont connectés entre eux, il y a une forte densité de connexion, ils partagent l'information, ils la diffusent au reste du système. C'est ça qui constitue l'espace de travail neuronal global. Donc, plusieurs idées. D'abord, n'importe quelle chaîne de processeurs corticaux spécialisés peut opérer non consciemment. C'est peut-être une idée un peu différente de celle de Bars. Il peut y avoir des chaînes de traitement. En 1998, j'avais publié un article dans Nature qui montrait, avec Lionel Nakache, qu'on pouvait avoir toute une chaîne de traitement depuis la vision jusqu'à la main, sans conscience, avec un stimulus qui était flashé, subliminal, une image subliminale, influençait la réponse motrice des sujets sans qu'ils en aient conscience. Donc l'idée qu'il peut y avoir des chaînes qui échappent à ce système d'espace de travail neuronal global. Sensorimoteur, ça peut tout à fait opérer sans conscience. Ce dont nous faisons l'expérience subjective de conscience, c'est la disponibilité globale de l'information. Ce que nous appelons être conscience, d'après ce modèle, c'est la capacité de rapporter l'information aux autres, bien sûr, verbalement. J'ai vu les points jaunes disparaître, mais aussi à nous-mêmes, tout simplement. Les points jaunes ont disparu, je le sais, à l'intérieur de moi-même. C'est cette disponibilité globale de l'information qu'on appelle être conscient. Voilà. Alors, d'après le modèle, la conscience, c'est l'activité de ce système d'espace neuronal global qui sélectionne une information, qui ne laisse pas tout rentrer, mais qui laisse rentrer un processeur, une information, qui la diffuse de façon globale, par le biais de ces connexions à longue distance, et qui permet donc en particulier de la diffuser au système verbal, qui peut rapporter verbalement. C'est pour ça qu'on peut parler de nos expériences conscientes, d'une partie d'entre elles en tout cas. Alors on va voir que dans le modèle, il y a un concept clé, c'est celui d'ignition, d'allumage, si on peut dire en français, mais je crois qu'il faut juste dire ignition, c'est le terme anglais. Ça veut dire que pour l'accès à la conscience, il va y avoir allumage d'un sous-ensemble. Attention, hein, dans ce modèle, la conscience, ce n'est pas de l'épilepsie, ce n'est pas tous ces neurones qui s'activent en même temps. Un état épileptique de cette nature, c'est un état non conscient. Un état codant conscient, c'est un sous-ensemble de neurones, probablement un petit sous-ensemble, quelques pourcents de neurones qui sont activés, dont l'identité définit le contenu de conscience, mais qui vont propager cette topographie d'activation, ce vecteur d'activation neuronale, aux autres aires de l'espace de travail neuronal global et ensuite à l'ensemble du cerveau, et voilà, qui va envoyer donc des signaux descendants en retour vers les autres processeurs.
Alors, nous avons écrit, avec Lionel Nakache, cette disponibilité globale d'une information à travers l'espace de travail, c'est ce que nous expérimentons, c'est ce que nous percevons consciemment, subjectivement, comme un état conscient. Je voudrais insister sur cette phrase parce que ça veut dire que ça s'arrête là. Il n'y a plus rien à expliquer, d'après le modèle. On a dit que le modèle de l'espace de travail, c'est un modèle du traitement conscient, mais ce n'est pas un modèle de l'expérience consciente. Non, pas du tout, c'est un modèle de l'expérience consciente. La proposition, on essaye d'aller jusqu'au bout de nos idées, c'est que voilà, ça s'arrête là. Ce que nous appelons être conscient d'une information, c'est avoir cette information dans l'espace de travail global, quel que soit le contenu expérientiel. Si vous regardez un film, c'est là que ça se passe. Votre émotion dans le film, c'est un vecteur neuronal dans votre espace de travail global. Donc, il n'est pas question juste de dire c'est un mécanisme et alors il y a encore quelque chose derrière qui reste à expliquer. Non, voilà. L'hypothèse, c'est que c'est cet espace qui suffit à expliquer le contenu subjectif. Je crois que c'est nécessaire en science de faire des postulats forts comme ça, quitte à ce qu'ils soient rejetés par la suite, mais pour l'instant, on verra qu'on n'a pas encore de rejet de cette hypothèse. Alors, plusieurs points clés maintenant de cet espace de travail global. D'abord, il faut un système de communication à longue distance. Il faut que ces processeurs centraux, qui sont distribués dans le cortex préfrontal, pariétal, temporal et cortex associatif de haut niveau ici, puissent communiquer entre eux de façon extrêmement efficace. Alors dès le départ, avec Jean-Pierre Changeux, on avait insisté sur les observations de Ramon y Caral, qui montrent que le cortex humain et aussi animal est parcouru par des faisceaux de connexion à longue distance qui, effectivement, relient surtout les régions associatives entre elles. Voilà. Et on s'appuyait à l'époque sur les observations de Pat Goldman-Rakish, qui avait montré qu'il y a, vous voyez, un système de triangle ici, de connexion. C'est-à-dire que le cortex préfrontal dorsolatéral connecte avec les aires pariétales associatives et temporales supérieures, et le cortex cingulaire antérieur, et le cortex cingulaire postérieur, et le gyrus parahippocampique. Et partout, il y a des connexions triangulaires qui font que c'est un système de connexion extrêmement dense. Voilà. On avait insisté du coup sur le rôle des neurones pyramidaux de la couche 2 et 3, qui peuvent être des neurones géants parce qu'ils ont besoin d'envoyer un axone géant à longue distance dans l'autre hémisphère ou du cortex préfrontal vers le cortex pariétal et dans les deux sens. Et ces neurones sont particulièrement denses dans les régions associatives du cortex préfrontal et du cortex pariétal ici. Ça s'accompagne d'un point de vue strictement anatomique, d'une augmentation massive des arbres dendritiques dans ces régions. Vous voyez que les arbres dendritiques sont beaucoup plus grands, ça c'est chez le singe macaque ici, dans le cortex préfrontal que dans les aires visuelles primaires. Il y a une anatomie de la conscience. Il y a un système anatomique particulier qui permet de mettre en connexion les informations, un routeur dans le cerveau, et y compris dans le cerveau du singe macaque, le cortex préfrontal joue un rôle clé pour rassembler les informations. Et dans un ordinateur, on n'a pas une bonne vision de l'ordinateur, c'est un système physique de traitement des informations. Donc il faut que les informations se touchent. Et c'est ce système physique d'arbres dendritiques géants dans le cortex frontal, avec ces connexions à longue distance, qui, d'après notre hypothèse, permet d'assembler les informations et de rassembler les informations dans un contenu conscient cohérent. Alors, ce système anatomique, il est bien décrit maintenant, on a progressé. Il y a ce papier important de Henry Kennedy et collaborateurs Markov et al. Dans Science en 2013, qui rassemble des données sur énormément d'expériences de traçage des connexions chez le singe macaque. Je vous incite vivement à regarder cet article si vous vous intéressez à l'anatomie cérébrale, mais ils décrivent cette forme en papillon ici, avec vraiment un système central. Vous voyez, le cortex préfrontal joue un rôle clé, mais il n'est pas le seul, qui joue un rôle de bottleneck, de goulot d'étranglement au centre du système. Et ils ont découvert que ces connexions à longue distance ne sont pas forcément très nombreuses, mais elles sont fortes et elles sont beaucoup plus... elles connectent beaucoup plus de paires de régions entre elles qu'on ne le pensait au départ. Jusqu'à 66% des paires d'aires cérébrales ont des connexions à longue distance dans les observations de Henry Kennedy et collaborateurs. Et parmi celles-là, il y a un noyau, ils appellent le High Density Core ici, d'autres l'appellent le Rich Club, un club de riches hautement interconnectés.
ça nous évoque un peu l'actualité, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, qui, dans le cerveau, se parlent entre eux, sont extrêmement connectés entre eux, partagent l'information extrêmement rapidement et se trouvent particulièrement denses dans les régions frontales, pariétales et temporales supérieures, voilà, avec des connexions bidirectionnelles. Il faut que ça marche dans toutes les directions. Donc l'information qui arrive dans ce système, elle est diffusée, elle est globalisée, et c'est ça que nous appelons l'information consciente d'après le modèle de l'espace de travail neuronal global. Ici, c'est une autre vision, toujours du même article, de ces connexions préfrontales, pariétales et temporales. Vous voyez que si on les dispose dans l'espace de manière à les placer de façon optimale selon leur connectivité, on trouve ce noyau central, alors que les aires occipitales sont en périphérie. Donc on retrouve un petit peu le diagramme de Messulam que nous avions emprunté pour le modèle de l'espace de travail neuronal global. Alors vous voyez que je fais appel à des données chez le singe. Alors ça vous interpelle peut-être, et ce sera l'objet des cours suivants. Hein. Est-ce qu'il y a une conscience chez les autres animaux? Est-ce qu'elle est la même? Est-ce que tous ces mécanismes existent chez d'autres animaux que dans l'espèce humaine? Il est évident qu'on part de l'espèce humaine parce que c'est là qu'on a une rapportabilité, une subjectivité, on peut en parler. Mais après, bien sûr, on peut aller chercher ces mécanismes chez l'animal. Alors, en une diapositive, voilà mon point de vue sur la question. Dans ce livre, donc, Consciousness and the Brain, c'est le code de la conscience en français, j'ai proposé que les signatures de la conscience sont les mêmes chez les primates non humains et chez le primate humain. Et ces signatures de la conscience sont très anciennes dans l'évolution. Les mécanismes d'anesthésie, par exemple, sont extrêmement les mêmes. Donc l'allumage de la conscience fait appel à des mécanismes pharmacologiques et connexionnels extrêmement similaires chez les humains et chez les animaux non humains. Hein. Et le cortex préfrontal joue un rôle clé dans les primates non humains, dans l'ignition, dans l'allumage de la conscience, l'accès à la conscience. Donc autrement dit, les mécanismes de base de l'accès à la conscience sont présents chez les animaux non humains. Mais l'espace de travail neuronal global a augmenté au cours de l'hominisation. Les aires qui augmentent sont particulièrement celles du cortex préfrontal, du cortex pariétal et du cortex associatif temporal. Ici, cette image est un peu ancienne. On pense maintenant que le cortex pariétal, l'expansion, joue un rôle clé jusqu'à il y a 1,8 million d'années, hein, avec l'hominisation récente chez Homo erectus. Et j'en profite pour faire une page de publicité, puisque je viens de publier ce livre qui s'appelle Le rectangle de Lascaux. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau avec l'espèce humaine. Mais ce qu'il y a de nouveau, ce n'est pas le mécanisme de la conscience. Le mécanisme d'ignition, on va le retrouver chez des primates non humains. Ce qu'il y a de nouveau, c'est le contenu de la conscience. Nous avons accès à des contenus plus riches en tant qu'espèce humaine que les autres animaux. Nous avons accès à des contenus combinatoires, compositionnels, symboliques. Nous avons des symboles et une grammaire pour combiner ces symboles entre eux, et ceci nous permet de créer des contenus de pensée qui sont beaucoup plus riches que les autres animaux. Nous sommes capables de penser, par exemple, à la théorie de l'esprit des autres. Je pense qu'ils croient que je mens. Nous sommes capables de représenter des contenus géométriques ou mathématiques de même nature, 2 quadrilatères assemblés entre eux, le rectangle de Lascaux, 4 lignes assemblées avec des angles droits. Vous voyez, ce genre d'expression mentale symbolique et riche, je pense qu'elle n'existe pas chez les autres animaux. Et dans ce livre, je donne beaucoup d'arguments pour montrer qu'il n'y a pas de syntaxe chez l'animal, il n'y a pas de composition. La composition symbolique serait le propre de l'homme. Mais ce n'est pas le sujet du cours de cette année. J'en ai parlé d'ailleurs dans des cours précédents. On va se focaliser sur le point 1, c'est-à-dire les mécanismes de base de l'accès à la conscience sont les mêmes chez les humains et chez les primates non humains. Alors, je reviens au tout départ de ces simulations. Qu'est-ce qu'on avait proposé en 1998 avec Jean-Pierre Changeux? Il n'y avait pas que le schéma théorique de l'espace de travail neuronal global, il y avait effectivement des simulations qui simulaient, vous savez, la tâche de Stroop. La tâche de Stroop, c'est un bon exemple de prise de contrôle conscient. Vous voyez un mot, ici, écrit bleu, mais vous ne devez pas dire bleu, vous devez dire vert. Pourquoi? Parce que vous devez nommer l'encre, la couleur de l'encre dans laquelle le mot est imprimé. Donc vous devez inhiber le mot bleu et nommer la couleur. Alors on avait simulé cette tâche classique de psychologie cognitive avec des processeurs spécialisés qui sont capables d'envoyer, de reconnaître le mot et de contrôler une réponse de dénomination ici. Et vous voyez que les connexions sont plus fortes pour ce qui est de dénommer le mot. Passer de la lecture d'un mot à sa prononciation à voix haute, c'est très automatique, c'est les processeurs.
Et puis on avait simulé au-dessus un système de contrôle par l'espace de travail neuronal avec des signaux de vigilance et de récompense, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui contrôlait, qui était capable de supprimer un des circuits, d'inhiber et au contraire d'amplifier avec attention le signal de couleur et de l'envoyer vers la sortie. Et ces simulations étaient déjà assez intéressantes puisqu'elles montraient que lorsque le système est dans une tâche de routine où il doit juste nommer le mot, c'est le plus facile, juste lire un mot, il n'a pas besoin d'allumer ces unités de l'espace de travail, il peut tout à fait fonctionner sans erreur, sans allumer l'espace de travail. Par contre, lorsqu'on le met dans la tâche de Stroop avec effort, soudainement on voit s'allumer les neurones de l'espace de travail, le système cherche quelle est la solution. Ici, c'est un système qui n'a pas d'instruction verbale, donc il est obligé de chercher qu'est-ce qu'il doit faire. Il cherche, il converge vers la bonne configuration de neurones de l'espace de travail qui permet de réaliser la tâche, qui permet d'inhiber le mot et d'activer la couleur. Et à ce moment-là, il est activé pendant l'exécution avec effort et il se rallume à chaque fois qu'on fait une erreur. Il peut s'automatiser, il y a des périodes d'automatisation, mais il va se rallumer à chaque fois qu'il y a une erreur qui est réalisée et qu'il faut reprendre le contrôle. Donc on avait déjà une assez bonne simulation des observations de Posner et Reichel sur l'importance de ces systèmes de contrôle central, et en particulier du cortex frontal et singulaire, pour réaliser une opération consciente avec effort. C'était les toutes premières simulations. Et évidemment, quand il y a routinisation, si on devient extrêmement fluide dans cette capacité de faire la tâche de Stroop, on n'a plus besoin d'allumer son cortex frontal pour cette tâche, et on peut le tourner vers une autre tâche. Donc tout ceci était dans les premières simulations de l'espace de travail neuronal global. Ensuite, il y a le papier de 2001 de Cognition avec Lionel Nakache, et c'est là qu'on introduit le concept d'ignition, d'allumage. Alors de quoi s'agit-il? On avait présenté des simulations encore extrêmement rudimentaires, mais néanmoins, je trouve qu'elles font bien le point. C'était d'ailleurs inspiré par le mathématicien René Thom, des idées de bascule dans un état, il appelle ça catastrophe, mais c'est finalement un changement d'état, hein, ou un simple transition de phase, comme on dirait dans la physique. Imaginez ici une cascade de processeurs qui sont connectés entre eux, et à un moment, ils sont connectés de façon bidirectionnelle. Ceux de plus haut niveau ici sont connectés de façon bidirectionnelle avec un espace de travail. Vous voyez que lorsqu'on simule un système de ce type, on peut voir une cascade d'activités qui parcourt les processeurs successifs, ce qu'on voit ici. Et puis, quand on arrive à l'espace de travail neuronal, il va pouvoir s'allumer et rester actif parce que ces boucles maintiennent en activité le système. Et à ce moment-là, les processeurs suivants restent en activité. Et on bascule dans un état haut, on change complètement d'état d'activité, on n'est plus dans un système feed-forward, mais on est dans un système en boucle, avec des boucles bottom-up, top-down, qui maintiennent l'activité. Mais on avait observé que pour le même stimulus, si on se place proche du seuil, s'il y a un petit peu de bruit dans le système, eh bien pour le même stimulus, vous pouvez avoir une propagation qui s'écroule un petit peu. Vous voyez qu'ici, le point bleu clair, il est un peu plus bas que celui-ci. Et ça suffit pour que l'ignition ne se produise pas. Et à ce moment-là, ce système qui est hautement non linéaire, au lieu de passer dans l'état haut, il va rester dans l'état bas. Il va y avoir une période qu'on appelle de failed ignition, c'est-à-dire que le système monte, mais il n'atteint pas son seuil d'allumage, et cette transition vers l'état haut ne se produit pas. Le système retombe, et l'information retombe et ne reste que transiente dans le système. Ça peut suffire à réaliser une action sensorimotrice, mais ça ne suffit pas à maintenir l'information en ligne pour la manipuler de façon consciente. Alors voilà, c'était notre première simulation de ce phénomène d'ignition. Vous voyez que les prédictions sont simples, hein. Il peut y avoir tout un traitement initial qui est absolument identique dans l'état conscient et dans l'état non conscient, et la conscience correspond à une transition non linéaire avec passage dans ce système de boucles bottom-up, top-down, qui vont amplifier l'information et la garder en ligne. Et c'est vraiment un concept important, ça, failed ignition. Il peut y avoir une activation transitoire du cortex frontal. Cette activation transitoire n'est pas nécessairement un état conscient, ou ça peut être un état conscient flottant. J'ai cru voir quelque chose, il y a eu quelque chose sur l'écran, mais je ne sais pas quoi, je n'ai pas réussi à m'y accrocher. Voilà. Le vrai état conscient, il est ici. L'information était extrêmement brève sur l'écran, il y avait une image qui a été flashée sur l'écran, mais si je passe dans l'état conscient, je peux maintenir dans mon espace de travail global une information et la garder réverbérante dans le système.
Donc ces premières simulations, à mon avis, mettaient le doigt sur le phénomène clé de l'ignition. Alors on en reparlera, je vous montrerai des données, ce sera le cours 3. Il y a énormément de données maintenant sur l'ignition au niveau neuronal. C'est un concept qui était très spéculatif à l'époque, qu'on a introduit, qui est maintenant un des objets, je dirais, de la dynamique des réseaux de neurones réels, y compris chez le singe, chez le corbeau. Au niveau neuronal, on verra beaucoup d'expériences qui démontrent ce phénomène d'ignition et qui en montrent un petit peu les détails. Bon, au passage, le modèle de l'espace de travail neuronal global faisait des prédictions intéressantes sur le traitement non conscient. Et j'en parlerai dans le cours 2, ce sera l'objet du cours 2. Donc il peut y avoir une série de processeurs non conscients qui s'exécutent en dehors de l'espace de travail global. Ça, c'est la première prédiction, assez banale, je dirais, plein de traitements non conscients dans le cerveau. On avait déjà montré ça en 1998. Deuxième prédiction qui est un peu moins banale, il peut y avoir une amplification top-down, descendante par l'attention, de traitements qui restent non conscients. Par exemple, une intention consciente peut biaiser un traitement qui reste non conscient parce qu'il n'y a pas de boucle ici, vous voyez. Si l'activation est descendante mais que l'information ne monte pas, ça peut rester non conscient. On avait une prédiction vraiment intéressante ici qui était que les processus non conscients ne sont peut-être pas si automatiques que ça, ils peuvent être influencés par nos intentions conscientes. Et ça a été ensuite extrêmement bien démontré, ça fait l'objet en particulier de la thèse de Lionel Nakache et d'autres travaux ensuite. L'intention que nous avons, l'attention temporelle ou spatiale que nous avons, amplifie les signaux, même s'ils peuvent rester inconscients. Donc quand on fait attention à une image subliminale, elle n'est pas traitée de la même manière que si on n'y faisait pas attention. Elle reste subliminale, on ne la voit toujours pas, mais la nature de son traitement a été changée, elle a été orientée par exemple vers une réponse plutôt que vers une autre, et un autre stimulus, lui, a été éteint par un traitement descendant attentif. Donc il y a une attention consciente, mais il n'y a pas prise de conscience du stimulus. Alors il reste une prédiction qui est plus controversée, on avait dit clairement dans le papier de Cognition, je la remets à goût du jour parce que je pense que ça vaut la peine de continuer à appuyer, c'est une prédiction clé du système. Il ne devrait pas y avoir de traitement non conscient s'il y a des boucles fermées dans le système. Dès qu'il y a des boucles fermées où l'information monte dans l'espace de travail et redescend et la boucle est fermée pendant 100 ou 200 millisecondes, un état métastable, c'est un état conscient d'après l'espace de travail neuronal global. Alors est-ce que c'est vrai? Ça reste un peu plus controversé. On sait par exemple que des stimuli non conscients peuvent attirer l'attention. Voilà. Je peux vous flasher une image, vous ne la voyez pas, mais néanmoins on peut montrer qu'elle a attiré votre attention. Mais dans ces conditions, nous pensons que l'attention ne redescend pas sur le stimulus lui-même. Elle redescend sur les stimuli suivants. Elle vous permet de faire attention à d'autres stimuli, mais pas à celui-là, vous ne l'avez pas vu. Simon Van Gaal a clairement montré dans une série d'expériences, et j'en avais déjà parlé en 2010, donc je ne vais pas y revenir, qu'il peut y avoir de l'activation non consciente du système préfrontal, et notamment un indice non conscient peut activer l'adaptation au conflit. Un indice non conscient peut déclencher un très léger contrôle inhibiteur. Donc vous pouvez avoir un indice non conscient qui vous aide à inhiber d'autres stimuli. Vous voyez. Donc même les processeurs du cortex préfrontal qui nous servent à inhiber certaines actions sont sensibles à de l'amorçage non conscient. Mais ces effets sont absolument minuscules et pour moi, ils tombent dans ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire failed ignition, une ignition qui a commencé mais qui n'a pas été soutenue dans le temps. Ce sont des effets de quelques millisecondes. Donc il faut faire attention. Lorsqu'on dit, par exemple, on est capable de façon inconsciente de traiter des visages, en général, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a un petit effet de 10 millisecondes ou de 20 millisecondes de traitement non conscient. Il est mesurable, il n'est pas négligeable, mais ça n'est pas le même traitement, ça n'est pas la même amplitude de traitement qu'un traitement conscient. Alors, on passe ensuite à l'article de 2003 avec Claire Sergent et Jean-Pierre Changeux. Et là, on avait dit on ne peut pas rester à une simulation aussi grossière que celle de Cognition. On va faire des simulations beaucoup plus réalistes de colonnes thalamo-corticales qui sont connectées entre elles sous l'architecture de l'espace de travail neuronal global. Donc vous voyez ici, chacune de ces simulations intègre des colonnes qui ont
un petit morceau de thalamus avec des neurones excitateurs inhibiteurs et des couches de cortex, couche 4, supragranulaire, infragranulaire, avec une connectivité raisonnablement réaliste entre ces neurones et également une connectivité à longue distance et notamment une connectivité en retour ici qui est médiée par des récepteurs NMDA. Donc on avait l'hypothèse qu'en marche avant, c'est surtout les récepteurs AMPA qui interviennent pour véhiculer l'information, et en marche arrière, c'est les récepteurs NMDA. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus lents, ils permettent de soutenir une activation pendant plus de temps, d'étaler l'information dans le temps. Il y a cette idée très importante que l'information consciente, c'est une information métastable, c'est-à-dire qu'elle est stable pendant une durée de l'ordre de 100 millisecondes minimum, 100, 200 millisecondes. Ce que nous appelons être conscient, c'est garder à l'esprit une information. Alors que le non-conscient flotte, le non-conscient va vite, le non-conscient nous permet d'avoir des actions rapides sur le monde extérieur. La conscience, elle, c'est un système qui est en retrait dans le temps, qui nous permet de maintenir l'information. Alors, chacun de ces neurones ici dans la simulation était un neurone assez réaliste, avec des potentiels d'action, des spikes, des courants au niveau du potentiel de membrane qui étaient réalistes, GABA, AMPA, NMDA. Et le résultat, c'est une simulation beaucoup plus réaliste de ce qui se passe pendant le phénomène d'ignition. Voilà. Alors vous avez ici, ce qui n'est pas réaliste dans ce système, c'est qu'il n'y a que 4 régions successives, 2 régions sensorielles qui propagent l'information, et puis 2 régions de l'espace de travail neuronal global qui sont connectées entre elles et qui amplifient et qui maintiennent l'information. Néanmoins, vous voyez qu'on distingue dans ce système une première étape où les décharges, si on présente un stimulus ici en entrée, se propagent successivement dans les aires A, B, C, D ici, et puis une deuxième étape liée à ces fameux canaux NMDA ici, qui, en retour, amplifie l'information, redescend jusqu'au processeur de départ et crée cette deuxième vague d'activation neuronale. Et nous pensons que c'est cette deuxième vague qui correspond à la prise de conscience, à l'ignition consciente. Donc, propagation en marche avant, objective du stimulus, proportionnelle à l'intensité du stimulus d'entrée, et amplification descendante, non linéaire, dépendante de ce phénomène d'ignition, d'allumage global. Alors, immédiatement, énormément de prédictions tombent, et on les a testées empiriquement. L'activation en avant est monotone, objective, dépend du stimulus d'entrée, dépend de la force du stimulus d'entrée. L'ignition, par contre, est tout ou rien, ça bascule dans l'état haut ou dans l'état bas, et elle crée donc une distribution bimodale d'activité. Soit on est dans l'état haut, soit on est dans l'état bas. Il n'y a pas d'état intermédiaire ou très peu d'états intermédiaires. Il y a donc un seuil, et pour la première fois, on avait dans cette simulation une explication du seuil de conscience. C'est un des phénomènes frappants de la conscience, c'est si on fait varier les paramètres du stimulus de façon continue, il y a toute une série de niveaux de contraste ou de masquage où on ne voit pas le stimulus, et puis soudainement, on le voit, et ça devient d'un seul coup visible. Eh bien là, on comprend le seuil. Le seuil, c'est le franchissement de cette transition de phase où on passe dans cet état haut d'activité réverbérante. Il y a un lien avec l'accumulation d'évidence, qui est un modèle classique de prise de décision. Les systèmes sensoriels accumulent l'évidence. Ce système réverbérant est capable d'accumuler à travers le temps et franchir le seuil si jamais il y a suffisamment d'évidence que l'information est suffisante pour pouvoir être accédée consciemment. Et puis, vous voyez que le système génère des oscillations, et on avait pu observer que lorsqu'il est dans l'état haut, il se synchronise. Toutes ces aires cérébrales ont une synchronie d'activité à longue distance. Et nous avions donc l'idée que cette synchronie à longue distance est une des signatures de la conscience, avec le rôle des récepteurs NMDA dans cette synchronie à longue distance. Tout ceci a été testé, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais on a vu en imagerie cérébrale pas mal d'évidence que le contraste minimal entre un mot invisible et un mot visible, par exemple, ce n'est pas l'activation des processeurs spécialisés. Vous voyez que le processeur spécialisé ici de l'aire de la forme visuelle des mots peut s'activer par un mot invisible, mais c'est la diffusion de cette activation à un réseau beaucoup plus large, y compris des régions du cortex préfrontal, comme la région de Broca ici. Il y a eu d'autres expériences au laboratoire. À l'époque, il y avait Guido Hesselmann, Andreas Kleinschmidt, Sepide Sadagiani, qui faisaient les mêmes expériences avec des stimuli auditifs. Vous voyez qu'un son qui n'est pas détecté continue d'activer des processeurs spécialisés dans le cortex auditif, mais un son qui est détecté par le sujet donne une activation infiniment plus grande et qui envahit le cortex préfrontal, le cortex pariétal.
Troisième exemple, mais il y en a des dizaines hein, dans la littérature, hein. C'est des contrastes minimaux comme ça entre stimuli visibles et invisibles, parfois le même stimulus au seuil de conscience. Vous voyez qu'ici, c'est le contrôle cognitif par un stimulus visible ou invisible. Il peut y avoir un tout petit peu d'activation de la pré-SMA et de la région de l'insula antérieure à sa jonction avec le cortex préfrontal pour un stimulus invisible. Donc il peut y avoir un tout petit peu de contrôle cognitif qui est induit par un stimulus invisible, mais voyez l'extraordinaire différence avec le contrôle cognitif par un stimulus visible. Et là encore, hein, c'est le même stimulus qui franchit le seuil de conscience. Donc vous voyez, tout ce réseau, c'est exactement le réseau de l'espace de travail neuronal global, ici du contrôle cognitif, qui est déclenché lorsqu'on devient conscient d'un indice. Sur le plan de la synchronie à longue distance, là encore, beaucoup de recherches montrent que la synchronie à longue distance est une signature de la conscience. On avait été parmi les premiers à le montrer en intracrânien avec Raphaël Gaillard, qui était un des membres du laboratoire, qui a fait sa thèse avec Lionel Nakache et moi-même, qui est maintenant non seulement psychiatre de très haut niveau, mais aussi membre de l'Académie française, comme vous le savez, hein. Donc quelqu'un d'assez extraordinaire, mais qui à l'époque donc avait réalisé ce travail d'enregistrement intracrânien chez plusieurs patients, et on avait montré ensemble en faisant ces analyses que lorsqu'un stimulus franchit le seuil de conscience, là encore c'est le même stimulus, c'est un mot qui est soit invisible, soit visible. Vous voyez que lorsqu'il est invisible, il peut y avoir un petit peu de traitement dans les régions spécialisées occipito-temporales visuelles, et jusqu'à un niveau assez élevé de traitement de l'information sur les mots. Hein. Il peut y avoir par exemple accès au sens des mots, notamment si les mots sont émotionnels, le sens des mots émotionnels est accédé jusque dans l'amygdale. Bon, mais vous voyez que c'est quand même une activation limitée, avec une connectivité limitée, alors qu'il y a une explosion de connexion à longue distance et de causalité à longue distance dans ces enregistrements intracrâniens lorsque le stimulus est visible. Et ça dure beaucoup plus longtemps. Le propre de la conscience, c'est d'être capable de stabiliser l'information dans le temps pour la garder en tête. Ensuite, ceci est devenu, sous le travail de Jean-Rémy King, un autre membre du laboratoire extrêmement brillant, avec Jacob Ossite et toujours Lionel Nakache, une des signatures de la conscience qu'on a utilisée chez les patients. J'espère que mon cours ne débordera pas trop et que j'en parlerai dans le cours 6. Mais le travail de Lionel Nakache, que vous avez peut-être entendu à la rentrée au mois d'octobre dans un colloque ici même, a mis en application ces signatures de la conscience chez les patients. Et c'est un des domaines d'application remarquables de toute cette théorie. La communication à longue distance à travers les aires cérébrales, et notamment le cortex préfrontal, c'est une des signatures de la conscience résiduelle chez les patients qui ont des troubles de la conscience. Donc, on est capable de voir une communication qui se remet en place lorsque le patient récupère la conscience. Et par le biais de l'EEG, tout simplement, mais aussi d'autres mesures en IRM fonctionnel, on voit des états de connexion à longue distance se remettre en place chez les patients conscients. C'est une des signatures de la conscience. Aucune de ces signatures n'est vraiment parfaite. On est toujours en train de travailler pour raffiner, essayer vraiment d'avoir une preuve extrêmement claire de présence de conscience ou pas. C'est encore des travaux en cours, hein, mais c'est quand même, ces signatures de la conscience sont d'ores et déjà appliquées de façon routinière dans les hôpitaux. Je voudrais insister de ce point de vue-là sur un point, j'insiste beaucoup sur l'espace de travail neuronal global, mais il y a une convergence parmi les théories de la conscience. Vous savez qu'on aime bien la controverse en sciences et donc on aime bien insister sur les différences entre les théories. Mais moi je préfère cet article récent, je vous recommande, qui dit finalement, si on regarde les théories de la conscience avec un petit peu de recul, il y a beaucoup de convergence entre ces différentes théories. Et on peut avoir une vue intégrative et multi-échelle sur ces théories qui finalement montrent plutôt ce qu'elles ont de commun. Alors j'en profite pour mentionner qu'il y a donc une théorie alternative qui s'appelle la théorie de l'intégration de l'information, qui est due à Giulio Tononi, qui est une théorie très mathématique, très abstraite, très loin des données, honnêtement, pas du tout proche de ces données de masquage et de sciences cognitives que nous regardons, mais enfin, qui a quand même cette idée qu'il faut regarder la matrice de transition de probabilité et que la conscience correspond à un état global, très intégré, une structure cause-effet, il y a tout un vocabulaire de cette théorie, mais qui crée un état global de communication, et donc de communication à longue distance. Donc ces idées-là sont proches de celles que je défends. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'ils prétendent, pour des raisons que je ne comprends pas très bien, que le cortex frontal ne contribue pas
à cet espace d'intégration. Je pense que c'est faux, et on verra de nombreuses données qui montrent que c'est faux, je crois. Mais l'idée, par contre, de communication massive à longue distance et d'intégration des signaux, elle est là dans cette théorie. Deuxième théorie qui est importante aussi, là encore très complémentaire, je pense, même peut-être encore plus complémentaire à l'espace de travail neuronal global, c'est la théorie de l'intégration dendritique. C'est presque comme une implémentation de l'ignition au niveau neuronal. C'est Matthew Larcom, qui est un grand neurophysiologiste, qui a fait de grandes découvertes, j'en parlerai, sur le traitement dans les dendrites et les non-linéarités dans les dendrites, notamment des neurones de la couche 5, des neurones pyramidaux de la couche 5. Il montre qu'il y a des non-linéarités qui font que le système peut se déclencher soudainement. Ça peut être un des mécanismes de l'ignition consciente. Et il insiste, comme moi, sur le rôle des connexions cortico-corticales à longue distance, mais aussi sur le rôle du thalamus. Et vous avez vu que le thalamus fait partie intégrante, depuis les simulations de 2003, de l'espace de travail neuronal global. Ce n'est pas un système uniquement cortical. Le thalamus joue un rôle clé dans ces boucles de rétroaction. Voilà. Donc lui insiste plus sur l'aspect réceptif, ce seraient les neurones de la couche 5 qui, avec ces dendrites apicales géantes, jouent un rôle clé dans la réception des signaux et l'intégration des signaux à longue distance, alors que nous, avec les neurones des couches 2 et 3, on insistait plutôt sur les neurones qui envoient cette information à longue distance. Les deux visions sont très complémentaires, et moi je vois la théorie de l'intégration dendritique comme une implémentation des détails, des circuits qui sont nécessaires à l'espace de travail neuronal global. Bon, d'autres simulations encore, on progresse. Dès 2003, on avait observé un phénomène intéressant dans nos simulations et qui a une correspondance, là encore, avec la psychologie, avec la réalité. Si vous avez un premier stimulus, et vous voyez qu'il lance cette progression en marche avant à travers les aires du modèle, et puis ensuite cette ignition globale qui peut durer plusieurs centaines de millisecondes. Eh bien, pendant ce temps-là, si vous présentez un deuxième stimulus à d'autres processeurs, la progression initiale peut être complètement normale, mais il est bloqué. Il ne crée pas sa propre ignition. Il est arrêté et il n'y a pas, d'après le modèle, de prise de conscience de ce deuxième stimulus. Il y a donc compétition entre un premier stimulus et un deuxième pour l'accès à cet espace de travail neuronal global. Voilà. Alors, ce phénomène est connu en psychologie, ça s'appelle attentional blink, le clignement attentionnel. Vous ne pouvez pas voir en même temps deux objets séquentiels qui sont un petit peu espacés dans le temps comme ça. Si vous voyez le premier, vous ne voyez pas le deuxième. Et immédiatement, on a vu que le modèle de l'espace de travail neuronal global faisait plein de prédictions. D'abord, qu'il y a donc ce système qui crée une compétition pour l'accès à un système à capacité limitée, que le clignement attentionnel doit être un phénomène tout ou rien, soit je vois T2, soit je ne le vois pas, il n'y a pas d'état intermédiaire, que la durée pendant lequel on est aveugle au stimulus T2 doit dépendre du traitement de T1. Si je demande un traitement complexe sur T1, je vais être aveugle pendant plus longtemps, éventuellement plusieurs secondes. Ça a été très clairement montré dans un article de Jolicoeur dès 1999. Et puis, et c'est peut-être le plus intéressant, que la seule condition pour avoir un clignement attentionnel, c'est d'avoir pris conscience de T1. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait un traitement très compliqué sur T1, mais s'il est rentré dans l'espace de travail neuronal global, il va avoir bloqué les autres stimuli. Et ça a été montré très clairement dans un article de Neuenstein en 2009. Ils ont créé des situations où il y a des stimuli qui ne sont pas pertinents pour la tâche, mais on ne peut pas s'empêcher de les voir. Si on voit T1, on ne voit pas T2. Et ils ont montré que si T1 est au seuil, il y a des essais où on voit T1, à ce moment-là on ne voit pas T2. Il y a des essais où on ne voit pas T1, on est capable de voir T2. Donc c'est vraiment un système qui bascule, vous voyez. Il faut le voir comme un système un peu vraiment tout ou rien, qui est capable de basculer dans un état de perception d'un objet ou d'un autre. Tout ceci était bien stimulé. Et alors ça a conduit à cette image un peu iconique de 2006, dans une revue qui reste importante, qui nous fait faire une taxonomie des traitements conscients et non conscients. Ici, je pense que je ne vais pas revenir là-dessus parce que je l'ai déjà décrit, mais vous voyez qu'il peut y avoir un traitement subliminal qui est donc un stimulus qui est faible, qui rentre dans le système, mais dont la vague n'est pas suffisante, même si on y fait très attention, pour accéder à l'espace central. Alors, si on distingue ici sur l'axe des X l'attention descendante qui peut être absente ou présente et la force du stimulus qui peut être faible ou au contraire qui peut être forte, eh bien, un stimulus subliminal auquel on ne fait pas attention, il va y avoir très très peu d'activation.
Mais même un stimulus subliminal auquel on fait attention, s'il est trop faible, si sa force est trop faible, il va pouvoir pénétrer un petit peu dans les systèmes de traitement spécialisés, mais c'est comme une vague qui va mourir sans être capable d'allumer l'ensemble de l'espace de travail neuronal global. C'est ça qu'on appelle un signal plutôt subliminal. D'accord ? Et puis, le modèle fait la prédiction qu'il y a un autre phénomène, c'est qu'il peut y avoir un stimulus extrêmement fort qui serait à lui tout seul tout à fait capable d'allumer l'espace de travail neuronal global, mais il ne rentre pas dans l'espace neuronal global parce qu'il est en compétition avec un autre stimulus conscient à l'état actuel. Donc il va avoir une activation très intense dans les aires postérieures, mais il ne va pas accéder à l'espace neuronal global. Et c'est seulement lorsque l'espace sera disponible et qu'il va y avoir ces boucles récurrentes et redescendantes vers les processeurs de départ qu'il va y avoir prise de conscience. Voilà. Cette taxonomie est très importante pour l'espace de travail neuronal global. Elle essaye d'expliquer pourquoi il y a plusieurs sortes de traitements non conscients. Il peut y avoir des traitements non conscients très faibles avec des stimuli subliminaux qu'on n'arrive pas à voir même quand on fait un effort. Et puis il y avoir des traitements subliminaux très forts parce qu'ils sont préconscients, ils pourraient être conscients si on y faisait attention, mais on n'a pas le temps d'y faire attention ou on est distrait par une autre tâche. Alors cette taxonomie reste controversée et en particulier, là il y a tout un débat avec Victor Lameux, avec NetBlock et d'autres qui suggèrent que cette catégorie-là, c'est déjà de la conscience. C'est ce qu'ils appellent la conscience phénoménale. Une conscience sans accès, mais une conscience sans rapportabilité, mais une conscience d'être au monde sans forcément être capable de le rapporter. D'accord ? Alors, ce n'est pas une idée que j'aime beaucoup, mais voilà, c'est leur proposition. Franchement, ça mène quand même à des positions assez absurdes. Ils prétendent que dans le clignement attentionnel, et vous pouvez être sujet, vous jurez qu'il n'y avait pas de stimulus T2, vous n'avez pas vu la deuxième lettre. Et eux disent, ben si, le sujet en était conscient. Ah oui, mais il dit le contraire. Non, mais il dit le contraire, mais il était conscient. Donc là, je trouve que ça va un petit peu loin, si vous voulez. La subjectivité, c'est ce qui définit la conscience. Et arriver à dire, parce qu'on a une théorie de la conscience phénoménale, que le sujet se trompe sur sa propre conscience, ça me gêne. Voilà. Je pense que c'est le sujet qui définit sa conscience. Et que le plus simple, c'est de dire c'est du préconscient, c'est-à-dire c'est pas encore conscient. Il y a effectivement un espace dans lequel ces stimuli sont représentés, mais ils ne sont pas accédés. Ils n'accèdent pas à la conscience. Voilà, mais sachez qu'il y a un débat là-dessus, ce statut du préconscient. C'est peut-être un débat sémantique qui n'est pas très intéressant, parce que tout le monde est d'accord sur le phénomène. Il y a des boucles réverbérantes qui peuvent maintenir l'information dans un buffer sensoriel sans que ce soit globalisé. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais est-ce que c'est conscient ou pas? C'est là qu'est le débat. J'en profite pour faire un bref passage. J'en avais parlé longuement en 2010 sur conscience et attention. L'attention, ce n'est pas la même chose que la conscience, d'après ce modèle. Pas exactement, d'accord ? L'attention, c'est un terme générique que nous donnons au système au pluriel qui permettent au cerveau de choisir un objet parmi plusieurs, un contenu, un processus parmi plusieurs. Il y a beaucoup de processus attentionnels dans le cerveau parce que le traitement est parallèle et pourtant il faut concentrer nos ressources sur quelques traitements. D'accord ? Donc il y a certains de ces traitements attentionnels qui sont non conscients. Et ça, c'est la prédiction du modèle de l'espace de travail neuronal global. Même si je fais attention, je peux amplifier un traitement, mais il va rester non conscient si le stimulus n'est pas assez fort. D'accord ? Donc l'attention peut opérer de façon non consciente et peut opérer sur des processeurs non conscients. Par contre, dans le sens inverse, le modèle dit clairement que la conscience requiert l'attention, la sélection attentionnelle. Ou peut-être que la conscience, c'est la forme ultime de sélection. La dernière étape de sélection, celle qui choisit un objet auquel nous allons être conscients, c'est l'accès à la conscience. D'accord ? Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de conscience sans attention. La conscience, c'est une forme d'attention sélective. Il y a donc une pyramide de processus de sélection attentionnelle, il n'y en a pas un seul, et le dernier, c'est la porte d'entrée dans la conscience. C'était l'idée de Mike Posner. Et donc l'attention est nécessaire, mais n'est pas suffisante pour la conscience. D'accord ? Alors, je vous renvoie vers cet article très important de Michael Cohen, Patrick Kavanagh. Ce sont vraiment des auteurs extraordinaires pour l'étude de l'attention. Hein, et ils disent tous ce que nous pensons être la synthèse réelle en sciences cognitives. Il n'y a pas de stimuli qui, en laboratoire, dont la perception consciente soit immune à des manipulations attentionnelles.
Autrement dit, si vous distrayez l'attention du sujet, n'importe quel stimulus peut devenir non conscient. Sans attention, il n'y a pas d'accès à la conscience. C'est pas trivial du tout. Hein. On est en train de dire que la conscience est un système interne qui peut se faire distraire, et quand on est distrait, on ne voit plus le monde extérieur. Alors vous connaissez toutes ces illusions de inattentional blindness, le gorille, etc. On en reparlera. Bon. Quand vous êtes distrait, vous êtes aveugle. Pour une des bonnes raisons pour lesquelles il ne faut pas prendre son téléphone portable lorsqu'on conduit sa voiture. Parce que littéralement, on est aveugle, c'est-à-dire aveugle consciemment. Hein. Il y a encore des traitements non conscients qui peuvent conduire la voiture de façon automatique, etc. Mais on n'a plus cette prise de conscience qui nous permet d'avoir le contrôle. Et donc s'il faut reprendre le contrôle, eh bien, c'est là qu'il y a un problème. Alors, Michael Cohen et ses collaborateurs passent en revue tout le domaine et montre qu'on peut être aveugle à des choses vraiment massives. Par exemple, ici, vous avez une série d'images qui sont un peu comme des Mondrian, et puis d'un seul coup, il y a une vraie photo. D'accord ? Eh bien, regardez, si le sujet est distrait, parce qu'on lui demande de faire attention à des points et de regarder le déplacement de ces points sur l'écran, d'en suivre quelques-uns, ce qu'on appelle le tracking ici, et vous voyez que la majorité des sujets sont aveugles à la présence de l'image. Inattentional blindness. Il y a un livre magnifique, Mack et Rock, sur inattentional blindness. On peut être complètement aveugle à une image qui serait parfaitement visible, mais simplement parce qu'on est distrait. Ceux qui font des maths, je pense que vous êtes conscients de ce phénomène-là. Vous pouvez faire des mathématiques et être complètement aveugle au monde extérieur. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est simplement l'immersion dans cet espace de travail global. Dernière idée clé de ces simulations, l'ignition spontanée. C'est un phénomène qu'on a observé quand on a poursuivi nos simulations en 2005. S'il y a un petit peu de bruit dans le système, sans qu'il y ait aucun stimulus, vous voyez qu'il peut y avoir un allumage de toute la série de colonnes corticales qui correspond à un code neuronal ici, et au lieu de s'allumer du bas en haut, comme tout à l'heure, elle s'allume de haut en bas. Ça commence par une activation de l'espace de travail global qui active les processeurs correspondants. On a appelé ça l'ignition spontanée, et c'est devenu un point important du modèle parce que pendant cette ignition spontanée, si vous présentez un stimulus externe, eh bien, il ne peut pas rentrer. Donc c'est exactement cette notion d'inattention. Hein. Vous avez un système qui s'est allumé spontanément, qui a ses propres pensées, qui pense à l'intérieur de lui-même. Les stimuli extérieurs qui viennent juste à ce moment-là ne peuvent pas rentrer, sont bloqués. Alors vous voyez que s'ils viennent un petit peu avant ou s'ils viennent un petit peu après, ils peuvent rentrer et créer une ignition globale. Donc, on est arrivé à quelque chose qui ressemble à ce que William James appelait le flux de la conscience, une succession incessante d'états internes. Quand le système est allumé, il s'allume tout seul. Il crée une succession d'états endogènes de cet espace de travail neuronal global qui peut être partiellement guidé par le monde extérieur, mais qui parfois est purement endogène. D'accord ? Et donc, du coup, ça conduit à plein de prédictions. D'abord, donc, cette notion de cécité inattentionnelle, mais par des états endogènes, hein, modulé par des signaux de vigilance ascendante. Donc là, on avait un allumage du système par des signaux d'acétylcholine ou de norépinéphrine, qui a une diversité d'états cérébraux, ça ne cesse de changer. Ce n'est pas un allumage qui reste fixe comme ça, c'est un état changeant. Et on est arrivé, du coup, à des études empiriques, dont je ne sais pas si j'aurai le temps de parler au 6e cours, mais qui montrent une signature de la conscience dans le changement spontané des états d'activité de cet espace de travail neuronal global. Si vous faites une IRM de l'état de repos, vous regardez ces connexions à longue distance dans le cortex frontal et les aires associées pariétales, etc., vous voyez qu'elles changent en permanence. Quand ça cesse de changer, le patient n'est pas conscient. Si ça ne change pas, c'est que le patient n'est pas conscient. D'accord ? Il peut y avoir encore de l'activité spontanée dans des réseaux anatomiques juste parce qu'il y a des neurones qui déchargent spontanément, mais ça n'est pas un état conscient. L'état conscient, c'est un changement permanent de ces réseaux à longue distance qui ne restent pas statiques, mais qui explorent différents contenus de pensée. Bon, c'est ce qu'on appelle la pensée endogène, hein, la pensée spontanée. Et, alors pour les physiciens, il y a dans ces articles, mais j'en parlerai pas plus que ça, une notion de quel type de transition, de phase, correspondent à cet allumage de l'espace de travail conscient et à l'ignition. Et notamment l'idée de bifurcation de Hopf pour l'allumage de l'espace conscient. Je vais terminer, je vois qu'il est déjà 12h15, mais en quelques minutes, par un sujet qui est important, et c'est un article aussi beaucoup plus récent, ici, vous voyez, 2017,
Un sujet qui est vraiment fondamental aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Est-ce que les machines pourraient avoir une conscience? Si le sujet vous intéresse, je vous incite vivement à regarder cet article en détail. Je vais juste le survoler. L'article part d'une observation extrêmement simple, puisqu'on pense aux machines, on pensait à l'époque aux voitures. Il nous était promis d'ailleurs par Elon Musk qu'on aurait des voitures qui se conduiraient toutes seules. Et bon, à l'époque, ce n'était pas une réalité du tout. Et on se posait la question très simple. Voilà. Il y a un voyant qui s'allume dans la voiture et qui indique pas beaucoup d'essence qui reste dans le réservoir. Qu'est-ce qui fait que vous, qui êtes un assemblage de neurones, vous prenez conscience du sens de ce voyant? Il n'y a plus beaucoup d'essence. Et parce que vous en prenez conscience, vous êtes capable de le dire à votre voisine, vous allez vous arrêter à la station-service suivante, vous allez réfléchir, est-ce que je peux aller jusqu'au bout ou pas, etc., etc. C'est ça la prise de conscience. Et qu'est-ce qui fait que la voiture, qui est pourtant un assemblage sophistiqué d'électronique, n'a aucune conscience de ce qu'elle raconte? Elle a un voyant, mais je crois qu'on est tous d'accord, en tout cas que nos voitures actuelles, il faut le voir pour les plus récentes, mais elles n'ont pas conscience de ce voyant qu'elles ont pourtant allumé elles-mêmes. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors on peut utiliser l'espace de travail neuronal global pour essayer de dire qu'est-ce qu'il faudrait donner aux machines pour qu'elles soient comme nous, conscientes d'une information comme celle du voyant d'essence. D'après les idées que je vous décris aujourd'hui, la conscience est un processus computationnel. C'est un type de traitement de l'information. Il n'y a rien de magique dans les neurones, et donc ce processus de traitement de l'information peut être implémenté dans des machines. Simplement, il y a déjà énormément dans les machines de traitement non conscient, modulaire, d'algorithmes automatiques. Cet aspect-là est bien implémenté. Mais il faut deux éléments supplémentaires dans les machines. Premièrement, un premier niveau qui est l'accès à la conscience. La capacité de prendre une information et de la partager avec tous les autres processeurs dans le système. Donc un système de routage flexible et global. Et puis deuxièmement, une capacité d'auto-représentation. C'est-à-dire un système qui connaît ses propres connaissances, qui connaît ses propres processeurs, qui est capable d'envoyer l'information au bon processeur, de se monitorer lui-même, de se réguler lui-même. Alors l'article défend un petit peu en détail ce qu'il faudrait implémenter pour en arriver là. Je passe un peu rapidement. Le premier point, c'est donc cette disponibilité globale de l'information. Il faudrait que la machine ait l'information à l'esprit, en quelque sorte. Alors vous voyez que votre téléphone actuellement, pourquoi il n'est pas conscient? Il n'est pas conscient parce qu'il est plein de processeurs modulaires, il est plein d'apps qui chacune ont leur objet spécialisé, chacun a son information, mais elle n'est pas du tout partagée. Et une app peut avoir l'information, mais les autres apps ne l'ont pas. Peut-être vous avez l'adresse d'une personne, par exemple, mais elle n'est pas dans le système de cartes. Et c'est à vous, observateur conscient, de servir d'espace de travail et de passer l'information d'un objet à l'autre, parce que le système ne le fait pas lui-même. Voilà ce qui manque. Il manque un espace de travail qui brise la modularité entre ces processeurs spécialisés. Il faut un système d'espace de travail global. On a parlé d'architecture de blackboard, c'est-à-dire un tableau noir pour partager l'information de façon flexible. Ça a été essayé en intelligence artificielle. Il faut, à mon avis, aller dans ce sens. Deuxièmement, il faut avoir un monitoring de soi-même. Pourquoi? Il faut avoir un répertoire de ses propres connaissances. Parce qu'une machine, pour être efficace dans cet envoi de l'information d'un module à un autre, d'abord il faut qu'elle sache quels sont les modules dont elle dispose. Il faut qu'elle sache quel calcul chacun de ces modules est capable de faire. Par exemple, une adresse peut être utilisée par le système de cartes. Si le voyant d'essence s'allume, c'est utile que je cherche dans le système de cartes. C'est là que je vais trouver les stations d'essence les plus proches, par exemple. Il faut savoir à quelle vitesse ces processeurs opèrent pour choisir les plus rapides. Il faut savoir s'ils ont une probabilité d'être corrects ou pas. Bref, il faut avoir toutes sortes d'informations métacognitives, connaissances de soi, qui pour l'instant ne sont pas dans les machines. Ce système-là doit être mis à jour, constamment appris, c'est ce qu'on appelle se connaître soi-même. Ça fait partie de ce qu'on appelle notre connaissance consciente. Voilà. Un répertoire de nous-mêmes. Ça manque aux machines actuellement. Un répertoire d'elles-mêmes qu'elles puissent utiliser pour choisir. Au passage, c'est ce qu'on appelle la métacognition. J'avais fait tout un cours là-dessus aussi. Et c'est quelque chose qui, chez l'homme, existe de façon extrêmement précoce. Par exemple, chez le tout petit enfant. Les singes ou les tout petits enfants préverbaux, sans savoir parler,
peuvent savoir qu'ils ne savent pas. Les expériences de Sid Quider, par exemple, Louise Goupil, ont montré qu'un petit enfant qui ne sait pas, ne peut pas savoir dans quelle boîte est caché un objet, c'est à ce moment-là qu'il va aller demander à une tierce personne qui a vu l'information à quel endroit peut se trouver l'information. Donc les petits-enfants, même sans parler, nous montrent qu'ils ont une connaissance métacognitive d'eux-mêmes, ils savent quand ils ne savent pas, et ils savent aussi ce qu'ils savent. Voilà. Alors comment on pourrait équiper une machine de tels processeurs? Eh bien, il faudrait avoir éventuellement des programmes bayésiens qui sachent quelle est la probabilité d'avoir la bonne réponse. Il faudrait avoir un système de détection d'erreurs qui est capable de dire « je suis en train de me tromper, attention, je dois rallumer le système », et un couplage entre la détection d'erreurs et la recherche. Je suis capable de rechercher des informations pour essayer de résoudre un problème qui, pour l'instant, m'induit en erreur. Alors, au passage, puisque je fais un catalogue des théories de la conscience ce matin, je voudrais attirer votre attention sur une série d'articles très importants de Michael Graziano. Pour ceux que ça intéresse, c'est un modèle, là encore, alternatif de la conscience, mais en fait, est-ce que c'est vraiment une alternative ou un complément? Il est assez clair là-dessus. Vous voyez, il dit on peut réconcilier le modèle avec l'espace de travail global et d'autres modèles de la conscience. C'est le modèle de la théorie du schéma attentionnel de Graziano sur la conscience. C'est une idée extrêmement intéressante. Je vous la décris en une diapositive et puis on va s'arrêter. L'idée, c'est que ce dont nous sommes conscients, c'est un modèle interne simplifié de nos propres processus d'attention. C'est un petit peu comme le workspace, c'est un modèle de haut niveau de notre état interne, un métamodèle en quelque sorte. D'après Graziano, l'attention, c'est un jeu authentique de processus non conscients qui sélectionnent et qui amplifient les signaux sensoriels. Mais pour se contrôler soi-même, le système cérébral a un modèle de sa propre attention. Ça, c'est une idée issue de la théorie du contrôle. Si on veut contrôler une usine, il faut avoir un modèle de l'usine. Il faut avoir un modèle interne. Et ce modèle est forcément simplifié, il n'a pas tous les détails. Mais il suffit pour prédire que si j'agite sur telle manette, j'aurai tel état au bout d'un certain délai. L'idée de Graziano, c'est qu'on a besoin d'un modèle interne de notre propre attention pour se contrôler nous-mêmes. C'est l'idée que je viens de vous décrire, hein. Un système qui connaît ses états, qui est capable de choisir ses processeurs et de savoir à quoi il faut faire attention pour résoudre quel problème. Donc, cette idée d'un schéma attentionnel interne, pour Graziano, c'est ça dont nous sommes conscients. Et pour lui, ça résout énormément de problèmes de nature de la conscience. Et en particulier, comme ce modèle, c'est un modèle interne, il n'est pas forcément précis, il n'a pas forcément tous les détails de l'attention, il ne sait pas bien comment on fonctionne. Donc, ça expliquerait que nous ayons cette impression d'un système immatériel, d'un système détaché du matériel qui est notre propre conscience. C'est un modèle de ce que nous sommes réellement. Un modèle de nous-mêmes. Alors, c'est une idée finalement de la théorie de l'esprit. Nous aurions une théorie de notre propre esprit, d'après Graziano, mais appliquée à notre propre esprit à nous. Nous avons une théorie de l'esprit des autres, mais nous avons aussi une théorie de notre propre esprit. Et évidemment, elle est peut-être plus riche que celle de l'esprit des autres, parce que nous avons plus d'expérience de notre propre esprit au quotidien, n'est-ce pas? Donc nous accumulons de l'évidence qui nous permet de construire une sorte de modèle interne imprécis, mais pas mal quand même, de nos états mentaux. Et c'est ça dont nous serions conscients. C'est un système qui aurait évolué parce que avoir un modèle interne, ça permet de se contrôler et ça permet aussi de mieux comprendre l'esprit des autres et de nous comprendre par rapport aux autres. Voilà. Donc cette idée, je trouve extrêmement intéressante qu'au fil de l'évolution, on a raffiné, mais ça existe déjà chez les animaux, mais on a raffiné chez l'homme un modèle interne de nos propres états mentaux qui nous permet de router l'information et de nous comprendre nous-mêmes beaucoup mieux. Donc je pense que c'est proche de l'idée de l'espace de travail neuronal global, ce n'est pas identique, c'est peut-être une sous-partie de l'espace neuronal global, il est nécessaire d'avoir ce catalogue, mais ce n'est peut-être pas tous ceux dont nous sommes conscients, la conscience perceptive, c'est peut-être un petit peu autre chose, mais par exemple, nous avons besoin de ça dans l'espace de travail neuronal global, nous avons besoin de représenter des informations telles que « je ne sais pas parler chinois ». Ça c'est un état conscient, hein. Je ne sais pas parler chinois. Il faut que le système ait un catalogue de ses capacités et de ses incapacités, une sorte de modèle interne, même imparfait, de ce qu'il est capable de faire. Alors, c'est ma dernière diapositive. Je résume
et j'introduis les cours suivants. Le modèle de l'espace de travail neuronal global et ses prédictions nous accompagneront tout au long de ce cours. Donc, le prochain cours, je parlerai du traitement non conscient. Vous avez vu que l'idée, c'est qu'il peut y avoir énormément de traitements non conscients, qui peut être très profond, et néanmoins ne pas accéder à cette ignition globale. Mais le modèle prédit aussi que si on doit partager, intégrer les informations, alors il faut être conscient. Donc on va tester cette idée-là la semaine prochaine. On va regarder en particulier dans le domaine du traitement du langage. Est-ce qu'on peut traiter des mots inconsciemment et jusqu'à quelle profondeur d'intégration des mots dans des phrases est-ce qu'on peut traiter les mots inconsciemment? Bon, deuxième idée, l'ignition. Concept clé, un allumage tout ou rien, tardif, de ces systèmes centrales d'espace de travail global, avec un code neural complet pour tous ceux dont nous sommes conscients dans le cortex frontal. Et ce, même si on n'est pas obligé de le rapporter, même dans des paradigmes de no report, qui sont devenus très à la mode maintenant dans la recherche sur la conscience, où on évite ce rapport conscient supplémentaire. Tout ceci, on en parlera dans le cours 3, mais je soupçonne, en regardant mes diapositives, que j'irai aussi jusqu'au cours numéro 4 sur ce sujet de l'ignition et des paradigmes de no report. On parlera en particulier, vous avez peut-être vu, de l'expérience récente du consortium Cogitate, qui essaie de tester les théories de la conscience. Je vous parlerai de ces résultats tout à fait récents dans Nature cette année, ou l'année précédente plutôt. Quatrième cours, on parlera de l'activité soutenue et du lien entre conscience et mémoire de travail. Si le modèle est correct, l'accès à la conscience, c'est l'accès à la mémoire de travail. Et ensuite, on peut garder l'information en ligne aussi longtemps que nécessaire. Donc on regardera là les expériences qui montrent la mémoire de travail pour des stimuli conscients et non conscients. Cinquième cours, la collision centrale, le fait que lorsqu'un objet de pensée envahit l'espace central, d'autres ne peuvent pas rentrer. Il y a beaucoup d'expériences dans ce sujet. Le clignement attentionnel, la période psychologique réfractaire. Si on fait une première tâche, on ne peut pas en faire une deuxième. Ce sera l'objet donc du cours numéro 5. Et puis, si tout ceci n'est pas trop décalé, parce que souvent j'ai trop de matériaux, eh bien je parlerai de l'ignition spontanée dans le dernier cours. L'idée que on n'a pas besoin d'attendre un stimulus du monde extérieur, on est conscient en permanence avec un flux de pensée qui vient de l'intérieur, de nos mémoires, de nos pensées spontanées, et que ceci, on peut le voir, et que ça peut être utile en clinique, avec l'imagerie cérébrale. Voir ce flux d'activité spontanée permet de détecter des patients qui ont encore une conscience résiduelle et faire le tri entre ceux qui sont encore conscients et ceux qui ne le sont pas. Voilà un petit peu le plan du cours, et merci beaucoup de votre attention.